Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI1. Voici les titres de cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a été fait grand commandeur de l'ordre national de la République de la Sierra Leone lors de sa visite d'amitié et de travail dans ce pays. Parti en fumée depuis 2008, le marché central de Gagnoa n'a pas encore été reconstruit. Il n'est donc pas facile pour les commerçants de vendre leurs marchandises dans de bonnes conditions. On en parle dans cette édition avec Léon Broukwame. La commission électorale du Libéria a annoncé que 20 candidats dont l'ex-star du football George Weah, un ancien chef de guerre et une ex-mannequin brigueraient la succession de la présidente Hélène Johnson Sirleaf à l'issue d'une campagne marathon qui a débuté hier lundi. Voilà, le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré hier de la Sierra Leone où il a séjourné pendant 48 heures à l'invitation de son homologue sierra-léonais Ernest Bai Koroma. Une visite pour renforcer les relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Et puis, nous vous le disions dans nos titres, le président de la République, Alassane Ouattara, a été fait grand commandeur de l'ordre national de la République de la Sierra Leone lors de sa visite d'amitié et de travail dans ce pays. Jérôme Kofi à Bolin. La plus haute distinction de la République sierra-léonaise décernée au président Alassane Ouattara. Il s'agit du grade de grand commandeur dans l'ordre national de la République de Sierra Leone. Un autre hommage que rend le président sierra-léonais Ernest Bai Koroma au chef de l'État ivoirien au deuxième et dernier jour de sa visite de travail et d'amitié ce lundi en Sierra Leone. La cérémonie de remise de distinction s'est déroulée au palais de la présidence de la République sierra-léonaise. Le président de la République de Côte d'Ivoire a remercié son homologue sierra-léonais pour cette marque de considération à son endroit avant la conférence de presse qui a permis aux deux chefs d'État de mettre l'accent sur les bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. À noter également la rencontre bilatérale toujours au palais présidentiel de la République sierra-léonaise. Une autre occasion pour les deux parties de passer en revue les questions d'intégration sous-régionale basées sur la démocratie, la bonne gouvernance et la paix. Jérôme Kofi Abolin, les activités du Premier ministre Amadou Koulibaly, on en parle maintenant. Il a reçu en audience la présidente directrice générale de la banque chinoise d'import-export, Exim Bank. Cette banque avait contribué au programme national de développement 2016-2020 de la Côte d'Ivoire. Wilfried Eman Djivé. La présidente, directrice générale de la banque chinoise, Exim Bank, accompagnée de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, Tang Weibin, et d'une forte délégation reçue par le Premier ministre Amadou Koulibaly ce lundi. L'institution financière chinoise veut contribuer au financement du programme de développement national PND 2016-2020 de la Côte d'Ivoire. Nous avons discuté avec Monsieur le Premier ministre en vue d'approfondir notre partenariat. Nous pensons que notre coopération financière doit être synchronisée avec le programme très ambitieux du PND 2016-2020 du gouvernement ivoirien. Saluant l'excellence des relations de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et la Chine, le Premier ministre Amadou Koulibaly s'est réjoui de cet énième engagement de la Chine aux côtés de la Côte d'Ivoire. Pour Wu Xiaolian, la contribution de Exim Bank Chine au financement des projets de développement en Côte d'Ivoire se fera dans divers domaines, les domaines des infrastructures routières, portuaires et énergétiques. La deuxième édition de la Semaine nationale de la propriété débute ce mardi pour prendre fin le dimanche 6 août prochain. Objectif, emmener les populations à prendre soin de leur cadre de vie. Le message du gouvernement a été recueilli par notre reporter Adrienne Grasse-Kando. La deuxième édition de la Semaine nationale de la propriété se tient du 1er au 6 août autour du thème « La propriété de mon cadre de vie n'est pas un luxe, c'est pour ma santé ». Selon la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, la propriété contribue au bien-être et met à l'abri de nombreuses maladies. La problématique de la propreté et de l'ordre concerne notre cadre de vie. La beauté, la netteté et l'esthétique qui caractérisaient jadis nos villes, nos quartiers, nos villages,
nos maisons et nos lieux de travail ont tous, au fur et à mesure, fait place à un enlaidissement inacceptable. Les règles élémentaires de propreté et d'hygiène sont constamment foulées aux pieds, au point où la malpropreté est aujourd'hui la chose la plus partagée dans les ménages, les écoles, les marchés, les lieux de travail, les lieux de restauration collective, les établissements sanitaires, les gares et même les administrations publiques et privées. La Semaine nationale de la propreté s'inscrit dans le cadre de la stratégie de sensibilisation et d'éducation au changement de comportement en matière de promotion de la propreté. Fiers Ivoiriens, fières Ivoiriennes, l'heure de l'Ivoirien nouveau a sonné. Nous devons impérativement revenir à nos fondamentaux, nettoyer systématiquement et tous les jours l'intérieur et l'extérieur de nos maisons et nos commerces, peindre les façades extérieures des édifices publics et privés, embellir notre cadre de vie, etc. L'adoption de ces gestes façonnera notre quotidien et nous rendra notre dignité. La ministre Anne-Désirée Ouloto félicite par ailleurs les personnes qui contribuent chaque jour à la promotion de la propreté. Depuis le 12 juillet dernier, le gouvernement ivoirien a pris un décret pour plafonner le prix de certains produits alimentaires pour une durée de 6 mois. Pour une stricte application de ce décret, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises a rencontré à Yamoussoukro les préfets. Il leur a demandé de veiller au respect de ce décret. Soro Corona, Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Daniel, RTI Boaké. Lou Jocelyne vend des beignets en bordure de route. Le prix de l'huile et celui du sucre qu'elle utilise au quotidien n'ont connu aucune baisse, malgré le décret portant plafonnement des prix et marges de certains produits. Jocelyne n'est pas informée de cette décision du gouvernement pour lutter efficacement contre la cherté de la vie. Le kilo de sucre à 1000 francs, un litre à 1000 francs. Je ne sais pas qu'ils ont diminué. Par contre, plusieurs commerçantes jouissent déjà de ce décret. De 22 000, ça arrivait, mais ils ont diminué, ça arrivait à 20 000 maintenant. Je suis un peu contente, mais je veux que ça diminue encore. Depuis le 12 juillet dernier, le gouvernement a décidé de plafonner les prix et marges de certains produits jugés de grande consommation, à savoir le riz, le sucre, l'huile, le ciment et la tomate concentrée. Cette mesure gouvernementale, à mesure immédiate, n'est toujours pas appliquée par certains grossistes. Actuellement, même ça manque. On dit que le prix a augmenté. Vous faites la tonne à combien? 110 000. On attend que l'ancien stock s'épuise avant de mettre la nouvelle réforme en vigueur. Pour le respect strict de cette mesure censée améliorer le quotidien des Ivoiriens, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises a échangé avec les préfets des régions. Le gouvernement a pris le décret portant plafonnement des prix et marges des produits suscités. Cette décision d'application obligatoire sur une durée de 6 mois vise à maintenir les prix des produits concernés à des niveaux raisonnables qui tiennent compte pour l'intérieur du pays de la péréquation transport. Le corps préfectoral et les directeurs régionaux du commerce ont été chargés d'informer les populations et coordonner les activités pour le respect de ce décret. Il s'agira de mobiliser et sensibiliser tous les leaders locaux d'opinion, les responsables des organisations de commerçants, de consommateurs et les autres acteurs assimilés ou concernés en vue d'une plus grande adhésion et d'un contrôle par les populations elles-mêmes. La phase de sensibilisation prend fin le 12 août prochain. Et après, les contrevenants subiront la rigueur de la loi. Les sanctions sont autant des sanctions pécuniaires qui vont donc de 100 000 francs à 50 millions de francs CFA. Autant, je dirais, l'administration peut saisir la marchandise du contrevenant et même aller procéder à la fermeture des magasins. Le décret portant plafonnement des prix et marges de certains produits prendra fin le 12 janvier 2018.
Allons au deuxième grand titre de cette édition. Parti en fumée depuis 2008, le marché central de Gagnoa n'a pas encore été reconstruit. Il n'est donc pas facile pour les commerçants de travailler aisément. Léon Broukwame nous en parle à regarder. Ces ordures ménagères côtoient des commerces. À quelques mètres, une voie secondaire. Là, s'entremêlent commerçants et taxis communaux. Bienvenue au marché central de Gagnoa, carrefour de la mort. Avant le mois de carême, c'était la 4e fois. La voiture est rentrée. C'est ici, là, c'est une corde. Quand la voiture est mal garée, souvent ça descend. Ça fait la 4e fois. Les mamans qui sont là, comme les jeunes, ils ne veulent pas être sur ce site-là. Mais il n'y a pas un site approprié pour pouvoir mener nos activités. 10 ans que dure cette situation. À l'origine, l'incendie qui a réduit le marché central à ces 2 hangars destinés à son extension. Impossible donc de contenir les 1039 victimes du sinistre de 2008 et le nombre grossissant de commerçants. Même en hangar que vous voyez là, on est dedans comme ça. Quand il pleut là, l'eau rentre, l'eau coule en bas, ça rentre en haut. C'était après l'achèvement de ces travaux-là que la mairie devait installer tous ses commerçants sur le site. Mais comme le marché a pris feu, ne sachant où aller, les commerçants se sont installés et nous sommes obligés de faire avec. Impuissance de la mairie face à la colonisation par les commerçants des ruines du marché et des rues. Impuissance aussi à reconstruire le marché central. 4 milliards de francs CFA, le coût du projet, loin devant les ressources propres. Avant 2008, nos budgets tournaient autour de 900 millions. Le marché pouvait à lui seul faire la moitié. Mais aujourd'hui, nous sommes dans les 600 à 700. Avec le marché, si la commune a trop mobilisé, c'est 400 millions. Un marché régional à l'image de Gagnoa, ville carrefour et capitale de la région du Go. Les autorités municipales veulent y rêver avec l'État et le privé. Déjà en 2015, elles sont parvenues à relever un défi, épargner le site du marché des récurrentes inondations par la réalisation d'ouvrages de canalisation. Léon Broukwame, tout autre chose à présent, le monde francophone se retrouvera en 2021 au Canada, un nouveau Bronx Week pour les 9e Jeux de la francophonie. Des dirigeants de ce pays présents à Abidjan pour les 8e Jeux de la francophonie ont présenté au cours d'une conférence de presse les atouts de leur pays. Isaïo Tchonan. 2021, c'est maintenant. Les dirigeants du Canada, Nouveau-Brunswick, pays organisateur des 9e Jeux de la francophonie, ont pris la pleine mesure de cette responsabilité. Ils ont mis à profit leur séjour à Abidjan pour présenter les atouts de leur pays. Vous vivrez chez nous une expérience hors du commun, personnalisée avec un accueil des plus chaleureux. Nous vous accueillerons à bras ouverts et nous nous assurerons que votre séjour soit des plus agréables. La vitalité culturelle est en effervescence chez nous et cette vitalité vient appuyer la volonté de la municipalité d'offrir un milieu de vie de qualité pour tous les résidents désirant s'épanouir, enrichir leur vie dans un contexte inclusif, reconnaissant la diversité culturelle. Les Jeux de 2021 permettront la mise en valeur des capacités d'organisation, les talents artistiques, la créativité et le sens de la justice de notre population. C'est à découvrir l'autre et sa grande valeur qu'une communauté s'épanouit. La ministre du Développement économique et de la francophonie du Canada Nouveau-Brunswick promet des jeux réussis comme ceux d'Abidjan au monde francophone en 2021. Le Niger est le pays qui a remporté la médaille d'or de littérature des 8e Jeux de la francophonie. Une délégation de ce pays venue participer à ces Jeux a visité la Bibliothèque nationale. Au plateau, notre reporter Isaïo Tchonan les a suivis pour RTI 1. Une délégation du Niger venue participer aux 8e Jeux de la francophonie à la Bibliothèque nationale. Une occasion propice pour la directrice Chantal Adjimon de raconter l'historique de la construction de l'établissement. La Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire est fille de l'Institut français d'Afrique noire, l'institution coloniale de recherche en sciences humaines, sciences naturelles, et qui nous a laissé comme embryon de notre fonds documentaire le fond de son centre de documentation à l'époque. Et le centre IFAN
était basé sur ce site qui relie la bibliothèque au musée des civilisations de Côte d'Ivoire. En 1974, cette bibliothèque a été inaugurée par le président Feu Félix Houphouët-Boigny. Le lauréat du prix de littérature profite de cette visite pour afficher ses ambitions. Je ressors de ce jeu avec de grandes ambitions parce qu'il ne s'agit pas d'être consacré, il faut encore et encore produire parce que c'est une preuve que ce que je fais plaît, donc c'est une preuve que je dois continuer. La Bibliothèque nationale a abrité la compétition de littérature, de sculpture et de peinture lors de ses 8e Jeux de la francophonie à Abidjan. On change de sujet. L'université Peleforo-Gon Coulibaly de Korogo a organisé une vaste opération de don de sang. L'opération a enregistré l'adhésion totale du personnel et des étudiants de l'institution. Si Kwasi, Chantal Eouman, à Kandan. Tout être vivant a besoin d'une quantité suffisante de sang dans ses veines. Chez l'homme, il en faut 6 litres. Dans le courant de sa vie, on peut manquer gravement de sang. Conséquence, l'anémie sévère pouvant conduire au décès de la personne malade. L'unique recours, c'est la banque de sang, afin de procéder à une transfusion sanguine. Malheureusement, ce liquide précieux n'est pas toujours disponible. Et cela de façon inquiétante dans les banques de sang du pays. Les responsables de l'université Peleforo-Gon Coulibaly de Korogo ont bien perçu le message, d'où cette opération de don de sang qui est à sa 6e édition. Cette opération répond à une demande du gouvernement de Côte d'Ivoire qui a lancé un appel à la population le 14 juin 2017 en fonction des besoins en sang au plan national, même aussi à Korogo. Si les dispositions doivent être prises pour que nous puissions procéder à la collecte de sang, nous marquons notre disponibilité. À Korogo, les volontaires ont été nombreux et motivés. Je donne mon sang dans un premier temps pour sauver des vies, avoir des résultats sur ma santé. Plus de 300 poches de sang ont été collectées à cette 6e édition de l'opération don de sang. Personnel et étudiants se sont donné rendez-vous pour la 7e édition en 2018. Le Lions Club Abidjan Filia a visité sur le centre Coatriche de Gonzaqueville dans la commune de Port-Boué qui abrite 69 toxicomanes qui sont dans une phase de cure pour se défaire de leur dépendance à la drogue. Le Lions Club Abidjan Filia a initié dans ce centre des consultations gratuites, une formation médicale et psychosociale. C'est Chkolia pour RTI. Pour sa traditionnelle journée annuelle de lutte contre la toxicomanie, le Lions Club International, à travers sa section Abidjan Filia, s'est rendu au centre Kaoutri de Gonzaqueville, un petit village enclavé de la commune de Port-Boué. Ici, vivent 69 toxicomanes en cure de désintoxication. Le centre, géré par Angelina Nguessan, une ancienne toxicomane, recueille, apporte assistance sociale et spirituelle à ces personnes. Mais les moyens font souvent défaut. Il y a des hauts, il y a des bas, mais le soutien de Dieu vraiment me fortifie, me motive. Et puis quand je vois des gens de bonne volonté qui viennent souvent nous aider par des dons, nous disent qu'ils sont avec nous de tout cœur, toutes ces choses me motivent. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que Kaoutri a besoin d'aide. Face à toutes ces difficultés, Ursule Keita Tapé, la présidente, a au nom du Lions Club Abidjan Filia fait plusieurs dons. Un tricycle pour leur permettre d'effectuer leurs courses quotidiennes vers la ville, du matériel de purification pour l'eau de pluie utilisée dans ce centre. Le centre Kaoutri a également reçu des sacs de riz et bien d'autres vivres et non-vivres. Nous avons estimé qu'il fallait aider d'autres centres qui ont besoin de nous. Et la PROB elle-même a audité ce centre. Elle a trouvé que c'était une très bonne œuvre, que les Lions devraient assister. Cette journée de lutte contre la drogue a été aussi marquée par des consultations gratuites et une formation médicale et psychosociale à l'endroit des encadreurs. Une conférence autour des effets néfastes de la toxicomanie a permis à la délégation du Lions Club Abidjan Filia d'échanger avec les ex-toxicomanes du centre Kaoutri.
Le conseil régional du Tonkpi fait le bilan de ce projet d'investissement et le mode de financement. Pendant 2 jours, l'équipe conduite par Albert Mabritouakeus et l'ensemble des populations ont fait l'état des lieux des investissements de la période 2013-2016 et les perspectives pour les années à venir. F. Bouetao est amant pour RTI 1. C'est en juin 2013 que le conseil régional du Tonkpi CRT a été mis en service. Dans un souci d'équité et de justice sociale, un séminaire régional a été organisé en août 2014 pour définir une clé de répartition des fonds alloués à la région pour le financement des projets et programmes. Après 3 années d'application de cette méthode, un séminaire bilan est organisé à Mans sur le thème « Le processus de détermination et de mise en œuvre des projets d'investissement de la région du Tonkpi et leur mode de financement ». 2 jours pour l'équipe dirigée par le Dr Albert Mabri pour faire le point des actions et programmes de développement mis en œuvre dans la région du Tonkpi. Au thème des réflexions, les conseillers régionaux et les différentes populations apprécient. Le séminaire est bienvenu. Ça permettra aux uns aux autres de voir un peu les mouvements qu'il y a au niveau du conseil régional. Ce qui n'a pas marché, c'est au niveau de la communication. Parce que le conseil régional de Mans a fait beaucoup de réalisations. Et la communication n'est pas passée. Nous pensons que le mode de financement des régions doit obéir à certains critères qui soient des critères objectifs. Par exemple, les critères de population, les critères de superficie. Nous souhaiterions qu'au-delà du financement des infrastructures, que l'on puisse mettre aussi un accent sur la réduction de la pauvreté à travers les jeunes et les femmes. Des réflexions constructives qui seront consignées dans un rapport. Nous ferons en sorte que le séminaire ait ses conclusions évaluées dans 1 an pour voir si nous sommes sur le bon chemin. Ce que je sais, c'est que les perspectives sont bonnes et nous ferons en sorte que chacun des habitants de la région ressente les retombées de l'action du conseil régional. Et justement, l'action du CRT en 3 années d'exercice, ce sont plus de 180 projets réalisés dans le domaine de l'éducation, de la santé, des infrastructures routières, de l'électrification, de l'hydraulique villageoise, de l'artisanat, du tourisme et d'autres domaines. Le conseil régional du Tonkpi comprend 5 départements, 33 sous-préfectures, 9 communes, 613 villages pour une superficie de 13 122 km² avec une population estimée à près d'1 million d'habitants. F. Bouetao, les femmes de Boaké font de la quête perpétuelle de l'appel Credo, une paix qui, selon le maire de la commune, va permettre le développement de cette localité. Abdul Kader Sogodogo Guédoumon, RT Boaké. Boaké, 2e ville de la Côte d'Ivoire, est régulièrement secouée par des remous sociaux. Une situation qui met en mal le développement de la cité. Les investisseurs n'en font plus une destination privilégiée. Face à ce triste tableau, les femmes de Boaké ont décidé de monter au créneau. Comme de véritables Amazones, elles ont décidé d'œuvrer pour un climat apaisé afin que Boaké retrouve toute sa quiétude pour prétendre à son développement. Au cours d'un grand rassemblement, les femmes l'ont signifié. Sans la paix, Boaké ne pourra pas se développer. Nous ne voulons plus qu'on parle de Boaké négativement. Boaké, c'est la cité de la paix. L'initiative des femmes de Boaké est soutenue par la municipalité. Le maire est même porteur de bonnes nouvelles. Les choses bougent et nous lancerons dans quelques mois la reconstruction du marché central. Bientôt, le choix de la maquette et de la pose de la première pierre en 2018. En ce qui concerne nos marchés secondaires d'Air France et de Aouniansou, nous sommes bien partis pour pouvoir trouver des solutions afin d'achever ces 2 complexes et vous remettre les clés des magasins le plus vite possible. Sensibilisation, dialogue et cohésion sociale. Les femmes de Boaké feront tout pour que la ville relève le défi de la paix. Elles l'ont promis. Un mot de religion fondé en 1937, l'église Papa Nouveau a 80 ans cette année, un anniversaire qui a été célébré avec faste le dimanche 30 juillet dernier à Toukouzou, aux Alem, siège de l'église. Jean-Luc Bango.
C'est le 1er janvier 1937 à Toukozo que le prophète Papa Nouveau a commencé sa mission de paix et de libération des hommes. Une œuvre que ses successeurs à la tête de l'Église s'évertuent à perpétuer 80 ans après. Le combat toujours continue. Nous voulons vivre dans un climat de paix. Quand il était là, on avait l'assurance de la paix. Il nous appartient, nous, en tant que dignes héritiers, de sauvegarder ces œuvres. Que faisons-nous aujourd'hui de la paix? Que faisons-nous aujourd'hui de la liberté? Que faisons-nous aujourd'hui du rapprochement des peuples et des valeurs? La célébration des 80 ans de l'église Papa Nouveau a été l'occasion de rendre hommage à son fondateur. En ce jour donc de célébration des 80 ans d'existence de son église, je voudrais lui rendre un vibrant hommage pour toutes les actions qu'il a menées et qui ont contribué au rayonnement spirituel de la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui représentait son collègue de la Défense, parrain de la cérémonie, a également exhorté les fidèles à poursuivre l'œuvre du prophète Papa Nouveau. Des fidèles qui ont afflué des 4 coins du pays pour exprimer leur attachement aux idéaux du fondateur de l'Église. Il nous a toujours amené à cultiver une attitude où il a prôné la paix, l'entente, et nous a exhortés au travail et à la prière. Aujourd'hui, nous faisons les 80 ans. C'est ça, est vraiment important de faire un bilan et ensuite voir l'avenir, comment nous organiser, comment nous structurer pour pouvoir donc être à la hauteur de la tâche que nous a confiée le Saint-Prophète Papa Nouveau. Pour cette célébration de ses 80 ans, l'église Papa Nouveau a bénéficié du soutien de plusieurs autres confessions religieuses. Le premier départ pour le pèlerinage à la Mecque est prévu pour le samedi 5 août prochain. Avant le départ des pèlerins, les encadreurs et chefs de groupe ont reçu le samedi dernier la charte et les critères d'évaluation, mais surtout des conseils du guide spirituel de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, le cheikh Bouakari Fofana, qui leur a demandé d'accomplir avec responsabilité leur mission. Connu par Gassoro. Je sais que votre tâche pendant le pèlerinage n'est pas toujours aisée. Vous devez cependant vous armer de courage afin de réussir et mener à bien votre mission, et cela avec responsabilité. Des mots prononcés par le président du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, à l'endroit des encadreurs et chefs de groupe du Hadj. C'était à l'occasion de la traditionnelle rencontre entre les guides spirituels de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, le commissariat du Hadj et l'ensemble des acteurs du pèlerinage à la Mecque. Rencontre qui a lieu chaque année à la veille du premier départ des pèlerins en Terre Sainte de Médine en Arabie Saoudite. Nous leur avons demandé de faire ce travail d'encadrement avec beaucoup de dévotion, surtout avec la piété, et avoir l'esprit de tolérance, et avoir aussi la compassion pour les pèlerins. Le Hajj étant avant tout un voyage spirituel caractérisé par des actes de culte et d'adoration, il s'agit d'apporter le soutien et l'assistance nécessaires aux pèlerins, d'hébergement, de transport, de restauration et de gestion des départs et retours. Cette rencontre a bénéficié du soutien du directeur général des cultes par ailleurs, président du comité de surveillance, encadreur et chef de groupe. Après la rencontre, ces 10 hommes mieux outillés et prêts à assurer avec quiétude et responsabilité leurs différentes tâches. On rassure les pèlerins que ça sera un hajj agréé, comme de la manière Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé et comme de la manière le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis. Nous sommes entièrement engagés pour la réussite du hajj 2017. À cette occasion, la charte et les critères d'évaluation des encadreurs et chefs de groupe leur ont été présentés. La commission électorale du Libéria a annoncé que 20 candidats brigueraient la succession de la présidente Ellen Johnson Sirleaf à l'issue d'une campagne marathon qui a débuté hier lundi. Wilfried Hermann-Djivé. Ils sont en tout 20 candidats lancés dans la course à la présidentielle au Libéria. Depuis hier lundi, la commission électorale du Libéria a ouvert officiellement la campagne pour la présidentielle. Une présidentielle combinée à un scrutin législatif. Et dans les rues de Monrovia, l'effervescence est manifeste. Enjeu majeur de ces élections, la sécurité autour du scrutin, mais également de la campagne. La police libérienne a renforcé son dispositif pour contenir d'éventuels débordements.
Au nombre de ces 20 candidats, George Weah, l'ancienne star de football, ex-candidat malheureux à la présidentielle de 2005, puis de 2011 pour la vice-présidence, se présente cette fois sur une liste avec la sénatrice Jewel Taylor, ex-épouse de l'ancien président Charles Taylor. Après 2 mandats successifs, Ellen Johnson Sirleaf, la présidente sortante, ne peut plus se représenter à cette présidentielle. La commission électorale libérienne a appelé les candidats à privilégier la fibre patriotique et pacifique. Le pays reste encore marqué par 14 ans d'une guerre civile sanglante, puis par l'épidémie d'Ebola qui l'a ravagé pendant 2 ans et qui a pris fin en juin 2016. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.